Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, j'ai le plaisir de réaccueillir Laura Imhoff. Salut Laura. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, bien, tu te présentes brièvement? Oui. Alors, mon nom est Laura Imhoff. Pour ceux qui ont eu le plaisir de nous entendre la semaine dernière, je fais juste un bref rappel. Donc, je suis médiatrice FSM et juriste de formation. Je travaille autant dans le public que dans le cadre d'une activité indépendante. J'ai mon cabinet à Bienne. Voilà, effectivement, la fois dernière, Laura, on s'est aperçu qu'on avait touché à peu près la moitié des sujets après 30 et quelques minutes. Et je me suis dit, si t'es d'accord, on va traiter les points un peu plus sensibles. La deuxième partie, ce qu'on voulait traiter la fois dernière, on va les traiter dans cet épisode-ci. Donc, tout ce qui est harcèlement ou mobbing, et puis aussi la fin des rapports de travail, qui est souvent un sujet que les cadres que je forme on aime bien, parce qu'en fait, ils connaissent assez peu ce genre de sujet. Moi, j'avais eu la chance d'avoir une espèce de mini-formation à donner par mes RH dans mon avant-dernier job, donc j'avais eu quelques notions comme ça, et je pense que ça serait utile si on pouvait parler de ça avec nos auditeurs et auditrices. Est-ce que t'es prête pour démarrer? Oui, bien entendu. Alors, c'est parti. On va commencer avec le harcèlement moral. Est-ce que c'est un terme qu'on utilise comme ça ou est-ce que c'est défini quelque part? Qu'est-ce que le harcèlement moral? Alors, il n'y a pas une définition à proprement parler, par exemple, dans la loi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le harcèlement moral, ou ce que tout le monde appelle plus communément le mobbing, c'est un ensemble d'agissements qui ont pour effet de discriminer, dévaloriser une personne, l'humilier dans son lieu de travail. Il faut qu'il y ait on va rentrer certainement, je pense, dans le détail de exactement ce que ça signifie. Mais disons que c'est un terme qui englobe en fait un ensemble de comportements qui sont préjudiciables pour la personne qui est directement touchée. On dit souvent que le mobbing n'est pas évalué de manière individuelle sur un seul acte, mais dans une globalité d'actes. C'est ça qui va définir le mobbing en opposition, par exemple, à un simple, entre guillemets, bien entendu, conflit interpersonnel ou désaccord ou autre. Donc, on va prendre pas mal d'exemples pour illustrer. Premier exemple, toi et moi, on est collègues. Je t'envoie balader une fois parce que je sais pas pour quelle raison je pourrais imaginer le faire. On est en conflit, mais disons, on discute, ça dure 2-3 semaines et puis ça se finit. Jamais l'un ou l'autre de nous pourrait accuser l'autre de mobbing. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Là, on a un différend, un désaccord, même si peut-être les mots dépassent la pensée par moment, mais ça reste dans le cadre d'un désaccord qui, bien sûr, devrait être géré aussi par le manager si ça ne se gère pas tout seul entre les personnes impliquées, mais ce ne sera pas encore du mobbing, non. Et quand tu parles d'ensemble de comportements, on pourrait imaginer une situation dans laquelle on a, disons, t'es ma chef, d'accord? Moi, je travaille pour toi, et puis t'es hyper bienveillante avec moi, on s'entend bien pour les priorisations des tâches, j'ai tout ce qu'il me faut comme matériel et comme espace de travail pour bien travailler. Mais un jour, tu me dis que je suis qu'un gros mâle blanc débile, bon, imaginons. Un juge qui étudierait une plainte de ma part ne verrait pas justement l'ensemble des comportements nécessaires à parler de mobbing. En fait, il y a une occurrence une fois, tout le reste de ton comportement vis-à-vis de moi est parfaitement adéquat, et donc il pourrait pas conclure à un mobbing. Non, là non plus. Là, certainement que le manager ou la personne, moi, qui dépasse dans mes mots envers mon collaborateur, je serais certainement reprise. Il y aurait matière à dire là, ça ne va pas. On n'ose pas s'adresser de cette manière-là à son propre collaborateur, à son équipe. L'agissement les comportements doivent être changés ou modifiés. Ce qu'il faut savoir, je pense, qui est peut-être plus facile à dire, c'est que quand on parle de mobbing, il faut que les agissements soient répétés. Donc, il faut qu'il y ait une série de comportements qui sont propres même à nuire
à la personne. Il faut aussi qu'il y ait une volonté de nuire, en fait, que les comportements sont faits de telle manière à ce que volontairement on nuit à la personne qui est visée par ces comportements. Et ensuite, on a la question de la durée. Voilà. Donc, si j'y vais par une analyse, on va dire, de la jurisprudence de manière générale, on va dire que le comportement doit avoir le ou les comportements qui ne doivent pas forcément être toujours les mêmes. On peut, oui. ça, on va peut-être revenir sur cette question-là. On parle pas toujours du même comportement, mais disons que les comportements visant à nuire doivent être répétés, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine au moins, pendant une période d'une certaine durée, c'est-à-dire environ 6 mois. Donc, en général, ce qu'on oublie de faire ou ce qu'on ne fait pas en faveur du collaborateur, c'est de lui conseiller de tenir un journal des agissements qu'il subit. Mais il a le droit de le faire avec la protection des données, il a le droit de récolter. Alors, c'est son journal à lui. Okay. Qu'il écrit lui-même. C'est comme un journal personnel, un journal intime, si on veut, d'une certaine manière. J'ai une question subsidiaire du coup, parce que ça me fait penser à autre chose. J'étais avec des cadres de la Confédération, justement, donc dans le domaine public, et puis on parlait de la gestion de cas difficiles, de personnes qui veulent pas se mettre dans le sens de la marche, qui râlent tout le temps, etc. Et je leur disais, mais prenez des notes sur les agissements de vos collaborateurs, collaboratrices. Une fois par semaine, il y a peut-être un entretien, vous prenez des notes sur le contenu de l'entretien, ce que vous dites, etc. Et quelqu'un m'a demandé, mais finalement, est-ce que j'ai le droit d'avoir des informations sur une autre personne, informations auxquelles cette personne n'a pas accès, ou n'a pas le droit d'avoir accès? Par exemple, je garde mon journal personnel sur mes collaborateurs pour moi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, finalement? Alors, on n'a pas le droit, en tant qu'employeur ou que manager, d'avoir un dossier caché. C'est ça. On va dire, un Schattendossier en allemand, on dirait. C'est-à-dire avoir son propre dossier du personnel sur chaque collaborateur dans son tiroir. Là, on n'a pas le droit et de le ressortir comme ça tout d'un coup. Mais on a le droit, bien entendu, de prendre un certain nombre de notes qui nous permettront à un moment T de faire un retour aux collaborateurs objectifs, parce que dans les feedbacks, on entend souvent qu'il faut que ce soit objectif et aussi qu'il puisse se reposer sur des faits concrets. Donc on doit pouvoir expliquer et citer des exemples, et ces notes qu'on prend, elles sont là pour pouvoir justement citer des exemples. Et c'est plus ou moins la même chose dans le cadre du mobbing, on va dire inversement. Voilà. C'est-à-dire que le collaborateur, il doit pouvoir, s'il accuse son employeur ou son cadre hiérarchique direct de mobbing, il doit pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il entend par mobbing et sur quels faits il se base. Et on est dans ce contexte-là. On n'est pas dans le contexte de garder un dossier caché du collaborateur ou de garder des données sensibles sur un tiers. C'est différent que si on va rechercher une page comportant des données ou des informations sur son supérieur hiérarchique et on imprime la page ou on fait un print screen et on le garde, ce serait encore autre chose. Mais là, on garde des informations qui nous concernent. D'accord. Et qu'on subit. Ouais. Ok, donc ça c'est clair. Donc merci pour la petite parenthèse. Du coup, merci beaucoup t'es revenu au cas du mobbing. Donc en fait, on a 3 dimensions, si je résume. La première, c'est l'ensemble des comportements. 2, il doit y avoir volonté de nuire ou d'atteindre la dignité de la personne. Et 3, il y a cette idée de durée et de fréquence aussi, puisque d'après ce que tu disais, la jurisprudence indique 1 à 2 fois par semaine, au moins. C'est-à-dire qu'une fois par mois, c'est quand même étrange, si 1 fois par mois, pendant 2 ans, je suis victime de mobbing, ce serait plus difficile à prouver. Disons que ça pourrait être plus difficile. Là, c'est la définition qu'on peut ressortir, on va dire, de la jurisprudence. Ouais. Maintenant, ce sera un tribunal, le cas échéant, de définir et d'apprécier la situation de quelqu'un qui
à des agissements ponctuels une fois par mois pendant 2 ans. Il y a quand même une forme de durée. Mais là, je préférerais dire c'est un cas qui devra être effectivement clarifié dans le cadre d'une procédure, et ce sera au tribunal de juger si oui ou non on est dans une situation de mobbing, parce qu'il y a quand même différents facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, que ce soit la relation, la fréquence des relations de travail, etc., etc. Donc, je pense que le tout, d'où le terme de globalité, le tout doit s'inscrire dans une globalité. Et dans ce cadre-là, ensuite, ressortir les éléments qui sont des agissements qui sont tracassiers, on appelle, qui sont hostiles et répétés avec la volonté de nuire. La victime doit se sentir aussi visée et avoir vécu en fait les comportements comme étant hostiles, et il doit se trouver de ce fait aussi dans une position d'inconfort, d'infériorité et autres. Donc il n'y a pas d'objectivité du mobbing. Ce que je veux dire, c'est, imagine qu'on soit les deux collègues et puis que notre chef, selon toi, me mobbe, mais moi ça me va, je me plains pas, il n'y a pas mobbing. J'imagine que là, faudrait creuser et voir pourquoi moi je le vois depuis l'extérieur comme un acte de mobbing et toi tu ne le ressens pas. Est-ce que tu ne le ressens vraiment pas comme un acte de mobbing, ou est-ce que tu préfères ne pas le voir ainsi pour ne pas déclencher tout un processus qui est aussi lourd à porter? Ah oui, ok, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Donc, ok, alors ça me semble clair, hein, vraiment pour le mobbing. Donc, est-ce que c'est pareil au harcèlement moral? C'est vraiment synonyme? Oui, c'est vraiment, oui, c'est donc, vraiment, là on parle du harcèlement moral. D'accord, il n'y a pas cette notion de une personne ou plusieurs personnes. Parce qu'en anglais, mobbing, ça vient du mot mob qui veut dire la foule. Oui. Donc moi, j'avais imaginé qu'en fait, c'était quand on se met à plusieurs contre une personne, c'est du mobbing, sinon c'est du harcèlement moral. Mais il n'y a pas cette distinction dans la loi ou la pratique. Non, je dirais pas. Je dirais pas en tout cas en droit suisse. Et puis, le mobbing peut venir de la part de collègues de travail, d'un supérieur hiérarchique, et peut-être ce qui est important à dire pour les managers, c'est aussi dans l'autre sens, hein. Donc, les collaborateurs peuvent mobber leur supérieur hiérarchique. Bien et sûr. Un supérieur hiérarchique peut se sentir dans une situation de harcèlement moral. Ouais. Alors, il y a plus de vulnérabilité de la part des collaborateurs parce qu'ils sont en situation de dépendance hiérarchique, donc on doit leur prêter attention. Oui. C'est pour ça que dans la loi, hein, l'employeur est responsable d'un certain nombre de choses, et que nous, cadres d'ailleurs, chers cadres, nous sommes les représentants de l'employeur, hein, faut pas l'oublier. C'est peut-être une des choses d'ailleurs que les collaborateurs qui passent au rôle de manager ne se rendent pas toujours compte en fait de l'impact que ça a sur leur responsabilité. Quand je suis collaborateur, je suis le représentant de personne à part de moi-même. Quand je suis cadre d'une entreprise, je suis représentant de l'employeur. C'est-à-dire que par exemple les politiques d'employés, les politiques RH passent à travers moi. C'est moi qui les communique, c'est moi qui les applique. Et donc je suis représentant de l'employeur à ce niveau-là. Ce que je souhaiterais, je sais pas si tu es encore dans cette thématique effectivement de mobbing et de harcèlement moral, je pense que c'est bien de donner quelques exemples. Ouais. Si tu es d'accord, de type d'atteinte. Hein. Là, environ, on définit environ 5 domaines d'atteinte. Hein. C'est une atteinte à la possibilité de communiquer. Donc ça, c'est une première chose. Okay. Ça veut dire empêcher la personne de s'exprimer, l'interrompre, retenir les informations. Donc ça aussi, en tant que supérieur hiérarchique, il faut faire très attention que les communications et les informations soient passées de manière transparente et ouverte. Atteinte à tout ce qui est relations sociales aussi, donc refuser les contacts, l'ignorer. Ça, c'est aussi quelque chose. J'ai souvent entendu dans le cadre, ne serait-ce que dans la gestion de l'équipe aussi, et dire oui, alors moi, j'ai pas énormément d'affinité avec telle ou telle personne. J'aime pas comment elle se comporte aussi avec moi. Mais finalement, ça me touche pas du tout, puis je fais comme s'il y avait rien. Mais dans les faits, ça se traduit avec ne pas lui demander d'aller à la pause, l'exclure, on va dire, du groupe lorsqu'il y a une pause ou lorsqu'il y a une activité qui s'organise, et ignorer une personne est aussi une forme de mobbing. Même on dit mais moi j'aime pas les conflits, donc je vais pas au conflit, je préfère l'ignorer, et ça va pas non plus. Sûr. Hein. Donc il y a l'atteinte à la réputation aussi, et puis à la santé. Bon, ça c'est des éléments beaucoup plus graves forcément. Ouais.
qui peuvent entrer en ligne de compte. Et donc, en fait, ce qu'il y a dans la loi... Alors, d'ailleurs, tiens, c'est quoi? C'est le Code des obligations dans lequel il y a ces éléments qu'on peut trouver? Alors, par rapport à la santé au travail, c'est plutôt la loi sur le travail. Voilà. Le Code des obligations, bien entendu, il prévoit aussi des articles de loi qui demandent que les employeurs, où il y a une obligation de l'employeur finalement, de prendre les mesures nécessaires à garantir un cadre, un environnement de travail qui est, lui, adéquat. Donc, c'est par exemple le 321 CO, 320, etc. Donc, il y a la loi sur le travail, l'article 6 en particulier, qui lui encadre aussi tout ça. Et puis ensuite, comme le fameux article 3 de l'ordonnance. Exactement, de l'ordonnance. C'est l'article 2 OL3, sur l'ordonnance 3, le 2. Après, comme je l'avais dit la dernière fois, aujourd'hui on parle de cas beaucoup plus de principe et au niveau général, si rien d'autre n'est prévu, donc où on trouve les informations. Mais souvent, les collectifs de travail, les conventions collectives de travail prévoient forcément des articles à ce niveau-là. Il peut y avoir des règlements internes dans l'entreprise. Si on va dans le public, le règlement du personnel prévoit certainement quelque chose aussi à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment important. De nouveau, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode, c'est important lorsqu'on a des questionnements par rapport à ses droits en tant que travailleur ou ses droits ou obligations en tant que cadre et employeur, de d'abord vérifier qu'est-ce qui s'applique à mon cadre professionnel, que prévoit mon contrat, est-ce qu'il y a une convention collective de travail, est-ce qu'il y a un règlement du personnel pour le public, il y en a forcément un, et ensuite on y va comme ça, étape par étape pour arriver au général. Comme faut vraiment se représenter un oignon, avec tout au centre la Constitution, après on va de plus en plus dans le particulier, et on arrive tout au fond finalement avec notre description de poste, j'imagine, c'est le plus particulier, pour nous. Oui. Alors par rapport effectivement aux activités qu'on doit faire, puis si on parle effectivement de mobbing et tout, ce sera un peu plus général au niveau de la réglementation. Parfait. Ok, alors on va passer à un autre type de harcèlement, alors qui est encore moins, qui est beaucoup plus grave encore que le précédent. C'est le harcèlement sexuel. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la définition, dans la perception de ce que peut être un harcèlement sexuel? Alors oui, là on a déjà, on n'a pas cette notion de globalité et de répétition d'événements. Donc un harcèlement sexuel est considéré comme de l'harcèlement sexuel par un seul acte. Un seul acte suffit. Voilà. Donc on sort vraiment du contexte. Les critères, on va dire, de définition changent. Et ensuite, un élément qui est très important, à mon sens, dans la question du harcèlement sexuel, c'est la notion de subjectivité et du ressenti de la victime potentielle. Donc, peu importe ici, par exemple, la volonté de nuire qu'on a trouvée dans le mobbing ou dans le harcèlement sexuel, il n'existe pas. Donc, ce n'est pas un critère. C'est vraiment le ressenti de la victime qui va pouvoir définir est-ce qu'on est dans une situation de harcèlement sexuel ou pas. Donc, c'est vraiment important. Alors, je m'adresse à nous, messieurs, puisqu'on est quand même responsable d'une grosse partie des harcèlements sexuels aujourd'hui sur le lieu de travail. Une fois suffit, même si on n'a pas de mauvaises intentions. Ces deux critères ne s'appliquent absolument pas. Ce que ça veut dire, donc, pour prendre un exemple, c'est que je fais une blague sexiste à une collègue, je la complimente sur un vêtement qu'elle porte ou pas, si elle, ou lui, mais si elle se sent discriminée ou atteinte ou inconfortable, elle peut immédiatement se plaindre d'un harcèlement sexuel. Exactement. C'est exactement ça. Donc, il faut faire très attention, il faut savoir quelles sont les limites, mais c'est considéré comme un dépassement ou une violation des limites d'une personne par rapport à une autre personne sur le lieu de travail ou dans un cadre professionnel.
Donc il n'y a pas de notion de la personne en face de moi doit me signifier le fait qu'elle est inconfortable suite, je reprends l'exemple de la blague. C'est-à-dire que je peux faire ma blague, à la limite elle peut même peut-être faire un sourire de convenance parce qu'elle est dans une salle de réunion par exemple, et puis je fais ma blague sexiste, les gens rigolent, elle va sourire parce qu'elle n'a pas, elle va pas faire autre chose, et elle peut se lever, aller au département des ressources humaines et m'accuser de harcèlement sexuel. Oui, oui, exactement. Donc il y a l'inconfort, le fait qu'elle ne l'ait pas manifesté immédiatement en soi n'est pas un critère non plus. Bien sûr, on encourage les victimes de manifester le plus rapidement possible, immédiatement, quand il y a un comportement qui la gêne, ne serait-ce que pour que l'autre personne se rende compte du comportement problématique, et aussi pour que ça ne se reproduise plus, parce que l'objectif en fait c'est de stopper immédiatement, ou en tout cas les comportements qui sont déplacés, pour faire en sorte que la situation n'empire pas et que la personne se sente à l'aise. Et ici, l'obligation de l'employeur ou du manager qui se trouverait dans ce genre de situation, c'est de ne pas prendre les choses à la légère. Et alors, faut pas paranoïer non plus. Faut essayer de discuter avec la personne, surtout qui s'est sentie lésée, et entendre aussi l'autre personne, mais de ne pas minimiser, si je peux me permettre un conseil. C'est pas grave, c'est juste une blague. Ouais. Exactement. Parce qu'on a tendance, nous, quand même, à faire beaucoup. Voilà, ce serait très très mal pris par la personne qui s'est sentie finalement touchée, et ça risque d'apporter d'autres problématiques aussi en tant que représentant de l'employeur. Mais alors, moi j'aime bien les expériences de pensée. Donc pour pousser le raisonnement jusqu'au bout, imagine que je fasse un compliment sur un bijou porté par une collègue. Un bijou qu'elle porte autour du cou. Je dis, t'as un magnifique collier aujourd'hui. Bon. Pour une raison qui la regarde, cette personne considère que cette remarque est inappropriée, elle se sent inconfortable par rapport au compliment que je lui ai fait, elle se plaint aux ressources humaines. Imaginons que les ressources humaines ne donnent pas satisfaction. Elle peut porter plainte contre moi pour harcèlement sexuel, et si on va jusque devant un juge, le juge pourrait me condamner pour harcèlement sexuel. Pas tout à fait, non. En fait, quand on parle de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, l'employé qui se sent lésé, on va dire, par le comportement, ou en tout cas touché par ce comportement, va porter plainte contre l'employeur et pas contre la personne directement concernée. Et elle peut porter plainte contre la personne directement concernée, pour autant que l'acte constitutif de harcèlement sexuel soit aussi un acte qui peut être puni par une disposition pénale notamment. Alors, bon. En cas de viol, ou en cas de... Oui. S'il faut savoir peut-être, parce que je remets la chose dans le contexte, c'est que le harcèlement sexuel tel qu'il est conçu en droit du travail, qui on voit finalement peut-être assez large et peut-être rapidement aussi problématique, n'est pas forcément toujours un acte qui est constitutif d'une infraction pénale. Ce n'est pas forcément la même définition qu'on aura dans le domaine pénal que dans le domaine du droit du travail. Là, l'exemple du bijou, ça va un peu loin, franchement. J'ai pas le sentiment que une plainte pour harcèlement sexuel auprès de l'employeur pourrait forcément aboutir à une procédure pénale où il y aurait une responsabilité de l'employeur à ce niveau-là. Mais tu parles de pénal parce que j'ai parlé de plainte, c'est ça ? Pénal, mais même au niveau du droit du travail, à ce niveau-là. Mais pourtant, on a une définition claire du harcèlement sexuel, donc... Alors oui, mais disons qu'on remet le tout dans un certain contexte, et il y a une certaine objectivité qui doit aussi entrer en ligne de compte. Ça veut dire que si on va en procédure ensuite contre l'employeur, le tribunal, en tout cas c'est ce qui ressort de la jurisprudence actuelle, va quand même devoir se poser la question de dire, est-ce que ce comportement, pour une personne
quelconque peut avoir effectivement le même effet. Donc, il y a quand même une certaine objectivisation du comportement qui est fait en se disant est-ce que monsieur, madame, tout le monde réagirait ou aurait le même sentiment de violation des limites que madame X qui aujourd'hui a engagé cette procédure pour harcèlement sexuel. Donc cette réflexion, ça ressort clairement de la jurisprudence, il y a cette réflexion qui est faite. Donc elle s'est sentie, cette personne s'est sentie touchée ou elle a le sentiment que les limites ont été violées ici dans le comportement. Bien sûr, il peut y avoir une discussion, peut-être les RH vont intervenir, vont entendre les deux parties, vont faire un rappel à la personne qui aura fait ce compliment en disant peut-être éviter de faire ce type de compliment à moins que vous ayez l'assurance que ce sera bien pris. Mais ensuite, en cas de procédure pour harcèlement sexuel au niveau du tribunal, la subjectivité de cette personne qui est bien entendu là sera quand même remise dans un contexte un peu plus global, à savoir est-ce qu'il y a une sensibilité exacerbée ou est-ce qu'on reste dans une certaine normalité et que dans une certaine normalité. Donc, on essaye quand même de amener une certaine forme d'objectivité pour amener aussi une égalité de droit et une certaine uniformité dans l'application du droit. Donc, c'est bien la sensibilité de la personne qui compte pour déclencher, mais ensuite, on va quand même comparer avec un espèce de comportement, entre guillemets, normal. Est-ce que le groupe social dans lequel la personne travaille compte? Je peux imaginer, je sais pas, une boîte de marketing à Zurich, et puis un chantier à Courgemont. Et puis, tu as deux environnements sociaux, culturels très différents, avec des attentes et des normes très différentes. Est-ce que la jurisprudence montre que les juges sont sensibles au contexte dans lequel les remarques sont faites? Alors là, je ne veux pas dire quelque chose pour laquelle je ne suis pas sûre à 100%, mais je dirais pas forcément, parce que là, on va pas forcément dire on a l'habitude d'avoir des blagues sexistes et discriminantes sur un chantier, donc c'est tout à fait normal, même si madame travaille sur un chantier, faut qu'elle soit consciente de ça, et donc elle ne peut pas avoir une hypersensibilité. C'est pas ça, en fait, la question qui va se poser, de savoir finalement est-ce que c'est acceptable ou non selon le contexte, est-ce que c'est normal qu'on ait des blagues sexistes dans un contexte masculin? Non. D'accord. Non. Ouais, c'est bien. Là, sera quand même considérée la sensibilité de la personne qui doit subir des blagues sexistes. Je crois qu'il y a eu un cas chez des conducteurs de bus ou des choses, enfin, un milieu aussi plus masculin où il y avait justement des blagues sexistes sur c'est pas ma femme qui peut conduire un camion de cette ampleur, des choses à ce niveau-là. Et là, finalement, le harcèlement sexuel a été reconnu. Oui. Parce que la personne était touchée, qu'il y avait une forme de discrimination en plus liée au sexe. Donc, il y a encore d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ça. Et donc, non, c'est problématique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus accepter ou tolérer certaines blagues ou certains comportements dans le milieu professionnel. Ce qui peut-être était plus normal, entre guillemets, il y a 20 ou 30 ans. Donc, mesdames, messieurs... Mesdames aussi. Ouais. Mais voilà, à nous de faire la police aussi, hein. À nous de dire, écoute, ça c'est pas ok, ça je trouve que c'est pas bien, etc. Notez que Laura a corrigé mon erreur, hein. Ce serait pas une plainte contre la personne qui a commis l'acte, c'est une plainte contre l'employeur. C'est parce que c'est l'employeur dans la loi qui est responsable de garantir la santé psychique et physique des collaborateurs et des collaboratrices. C'est pour ça que c'est contre l'employeur que la plainte serait déposée si il devait y avoir plainte. Ouais. Et ce que je trouve aussi intéressant au niveau du harcèlement sexuel, parce que c'est une question qui est posée régulièrement aussi, c'est est-ce que c'est seulement sur le lieu de travail ou est-ce que c'est aussi en dehors du lieu de travail? Ah, intéressant, ouais. Ben, on est collègues, on se retrouve dans un bar par ailleurs.
Exactement. Ou plutôt, j'aurais tendance à dire les sorties de boîte Oui. de fin d'année. Ah, les fameuses, Ouais. qui arrivent bientôt d'ailleurs. Hein. Par exemple, là, on reste, même si c'est hors du cadre professionnel, en dehors des heures de travail, il y a le contexte professionnel qui reste. Et toute attitude déplacée dans ce contexte-là est aussi une forme est constitutive d'un harcèlement sexuel, et une plainte peut être déposée contre l'employeur qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ou préserver la santé des collaborateurs. Et clients et fournisseurs aussi, je crois. Il me semble que j'ai vu ça. Oui, oui, bien sûr, doit aussi l'obligation de protection de l'employeur est très large. Donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le travail et toutes les relations professionnelles, y compris avec l'externe. Et l'employeur doit intervenir, doit prendre des mesures, doit montrer qu'il a fait ce qui était en son pouvoir pour pouvoir stopper ou éviter. Donc par exemple, l'équipe de vente, hein, on va arroser un contrat avec un client, avec le client, ça c'est encore dans certains endroits, c'est bien arrosé, le client geste déplacé vis-à-vis de la collègue, personne ne dit rien, tout le monde rigole. Là, on a clairement un harcèlement sexuel, même si c'est un client qui aurait fait le geste déplacé vis-à-vis de notre collègue. Exactement. Donc, d'une certaine manière, ensuite, il faudra intervenir pour stopper ça. Dans l'idéal, il faudrait que les collègues présents ou la collaboratrice en elle-même, mais si elle ne peut pas le faire, que ce soit notifié comme quelque chose d'inadapté. Alors, c'est toujours délicat quand on est en train de faire une fête, mais malgré tout, ça reste, bien sûr, ça reste important. Puis c'est la même chose, justement, si je reviens sur la sortie du personnel, les remarques ou les compliments un peu trop appuyés, les invitations à danser, à faire la bise ou autre, en fin de soirée après avoir. Donc tous ces comportements-là sont constitutifs, et l'employeur peut être retenu responsable s'il n'a pas pris les mesures nécessaires, maintenant que ce soit en prévention, mais si c'est pas possible, en tout cas en action, une fois que le comportement déplacé a été annoncé. Parce l'employeur ne peut pas être partout et ne peut pas forcément tout prévenir, mais je pense que ce qui est important, c'est de réagir de manière adéquate au moment que l'information est passée. Est-ce que par exemple, pour terminer sur ce sujet-là, avant d'aborder le dernier, ignorer les limites posées, on reprend l'exemple de la blague ou de l'invitation à danser, si la personne dit non une première fois et qu'on s'arrête là, même si elle porte plainte, comme tu l'as dit, contre l'employeur, le juge aurait peut-être de la peine à avoir suffisamment d'éléments. Mais si je continue, malgré la pose de la limite claire par la personne, il m'a dit non, je suis pas intéressé. Là, je continue et ça dure. Est-ce que ça, c'est un facteur aggravant, par exemple, si plainte est déposée contre la personne? Alors, je dirais pas forcément aggravant, mais en tout cas, ça définirait bien entendu le comportement déplacé qui, lui, est accentué parce qu'on peut inviter quelqu'un à danser, puis la personne décline, puis il se passe rien, parce qu'on a quand même encore toujours cette possibilité d'inviter les gens à danser sans avoir peur d'être accusé. Ouais, c'est ça, voilà. Mais une fois que la personne a refusé, ou en tout cas elle a clairement communiqué qu'elle n'était pas intéressée ou qu'elle n'avait pas envie, le fait d'insister, tirer par la main ou par le bras, ou des choses comme ça peut devenir très déplacé. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc on va avoir plein de sorties de boîte avec des jus d'orange et de l'eau plate. C'est le risque. C'est le risque. C'est le risque, ouais. Alors, dernier sujet qui potentiellement clôture le cycle de vie d'un employé dans une entreprise ou dans un service public, c'est la fin des rapports de travail. Et puis je pensais que ce serait intéressant de parler de ça quelques minutes parce que il y a un petit peu de légendes, de mythes et légendes qui circulent là autour. Donc, je te propose que je dise deux, trois choses et que tu puisses chaque fois dire oui ou non. C'est juste ou c'est pas juste, ou c'est potentiellement juste ou potentiellement pas juste. Je sais qu'on doit être très prudent quand on est juriste, donc je te laisserai la marge de manœuvre pour répondre. Alors, la première chose, c'est la première chose qu'on m'a dite, c'est en Suisse, il faut une raison valable pour licencier quelqu'un. Non.
Je dirais non. Voilà, un licenciement ordinaire, ça veut dire qu'on respecte les délais de résiliation qui sont prévus par le contrat. Il ne faut pas, sur le principe de raison valable ou de juste motif, hein, si on utilise un terme plutôt juridique, pour résilier. On peut résilier pour différentes raisons, y compris le fait qu'on se rend compte que ça ne peut pas continuer. Voilà. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on ne peut pas utiliser un motif qui est abusif. Donc, ça veut dire, je dirais, en pratique, on peut résilier sans donner de motif particulier. Le travailleur a le droit d'obtenir le motif s'il le demande. L'employé? Oui, le travailleur peut dire, ok, j'ai reçu ma résiliation, j'aimerais savoir par écrit quelle est la raison de cette résiliation. Il faut que cette résiliation soit, le motif qui est avancé pour la résiliation soit juste, cohérent et en corrélation, objectivement en relation aussi avec la résiliation. Donc, plausible, quoi. Pas, exactement, il faut qu'elle soit correcte. On peut pas donner un argument qui n'est pas l'argument réel de la résiliation. Là, on entrerait dans le cadre d'une résiliation abusive. D'accord. Donc, par exemple, on imagine quelqu'un qui est dans un atelier, qu'on va licencier en respectant le délai de résiliation. Et la personne demande la raison pour laquelle elle est licenciée. On lui répond, c'est parce que tu as été mal poli avec les clients alors qu'il a jamais vu un client de sa vie. Là, on serait dans un exemple de raison abusive, quoi. D'accord. Exactement. Okay. Alors que peut-être la vraie raison, c'est de réduire les effectifs, de payer un salaire en moins. Enfin. Ouais. Et donc, est-ce qu'on a le droit de donner cette raison-là? Quels sont alors quand on se place dans le cas de la résiliation normale ou simple, comment tu l'as appelé? Ordinaire, pardon, merci. On peut invoquer n'importe quel motif, le motif économique, le motif de perte de confiance, le motif de non-performance, et il n'y a pas de débat à avoir pour la personne sur c'est juste, c'est pas juste. Le délai est respecté, la raison semble plausible, la discussion s'arrête là. Alors le débat est là si le travailleur conteste le motif qui a été donné. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. En disant, mais sinon, non, effectivement. Ouais. Est-ce que l'employeur a l'obligation de donner un motif? Sur demande de travailleur, oui. Sur demande de l'employé, d'accord, ok, c'est clair. Il n'est pas obligé de le donner au départ, mais il a l'obligation de le fournir si l'employé le demande. D'accord. Alors donc, en général, dans la pratique, le motif est toujours avancé. Enfin, je veux dire, dans une résiliation, dans la pratique, l'employeur qui résilie un contrat de travail, souvent il donne en tout cas un motif de cette résiliation. Oui, tout à fait. Si maintenant on se place dans le cas de la résiliation alors non ordinaire, à effet immédiat. Avec effet immédiat. Donc là, on ne va pas laisser l'employé faire son délai son délai de comment on appelle ça, son délai de résiliation, les 3 mois. Exactement. Quels sont les justes causes, justes motifs? C'est quoi dans ce cadre-là? Alors c'est pas une liste exhaustive. Hein, d'accord. Ok. On va dire, mais il est clair qu'il faut un manquement grave en fait du travailleur. Ok. Donc on peut pas avancer n'importe quel argument, même s'il y a un problème, que ce soit de comportement, de qualité ou autre du travail, on va pas pouvoir résilier avec effet immédiat de manière, très facilement. Il faut vraiment qu'il y ait un manquement qui soit considéré comme étant grave, et on peut par exemple donner comme manquement des délits commis sur le lieu de travail, quelqu'un qui vole. Ça, notamment un coup. Exactement. Okay. Le refus général et de faire son travail aussi, hein, mais répété, ce soit répété général. Donc là, on a quand même une forme de répétition. Une fois, ça suffit pas. Il faut quand même que ce soit répété général. Il faut une activité concurrente quand il y a un problème de concurrence potentielle et tout. Donc quand on ouvre sa propre activité dans le même domaine pour faire le même travail. Donc ça peut être, ou ça pourrait être
un motif de résiliation avec effet immédiat, divulgation de secrets de fonction. Donc, on a des problèmes de comportement assez graves, hein, acceptation de pot de vin ou les offenses aussi, les insultes dans le cadre du travail. D'accord. Offense, voie de fait, à l'encontre supérieur, collègue de travail. Mais ça doit être quand même à un niveau assez grave. Hein. Alors, imagine maintenant que ça soit un employé qu'on veut licencier parce que bon, ça marche pas en fait. Hein, il y a des problèmes de performance, etc. Mais il est dans une fonction, typiquement l'informatique, dans laquelle l'employeur aurait peur que s'il lui donne le délai, il puisse saboter par exemple les comptes ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas de juste motif dans le sens de la loi. Il n'y a pas de voilà. Est-ce que l'employeur a quand même un moyen de licencier ou de libérer de l'obligation de faire le délai de résiliation, c'est ça? Alors exactement. En fait, la résiliation en soi, c'est une résiliation ordinaire. Mmh. Ça veut dire qu'on respecte le délai de résiliation, on va payer le salaire pendant le temps de travail, la durée en fait en cours du contrat de travail, mais on libère le travailleur de l'obligation de travailler. Pour justement éviter qu'il sabote par exemple un projet ou qu'il souvent aussi c'est en lien avec le travail de l'équipe, l'environnement de travail, donc pour éviter qu'il amène un esprit, une dynamique négative dans l'équipe, ou bien sûr si c'est des postes très spéciaux et sensibles avec des informations, des données sensibles, éviter effectivement qu'ils puissent soit saborder l'entreprise ou profiter de la situation pour recueillir des données et autres. Mais là, on est dans un contexte de contrat ordinaire, enfin de résiliation ordinaire, avec cette possibilité qu'a l'employeur de libérer le travailleur de l'obligation de travailler. Et ça, il peut le faire, oui. D'accord. Donc en fait, on a 3 possibilités. Si je résume, on a la fin des relations de travail avec résiliation ordinaire et le travailleur travaille jusqu'au bout. Voilà. Ouais. Il y a la résiliation, la fin du contrat de travail ordinaire, mais on libère l'employé de son obligation de travailler pour les 3 mois. Et puis il y a le licenciement immédiat pour juste motif. Et là, le licenciement avec effet immédiat est quand même un risque pour l'employeur. Bien sûr. Parce que c'est lui qui a le fardeau de la preuve et c'est lui qui doit prouver que effectivement les manquements sont graves. Et ça peut, bien sûr, il y a des actes qui sont clairs, mais il y a des actes, des fois, c'est pas si clair. Par exemple, si je prends quelqu'un qui arrive de manière tardive régulièrement sur le lieu de travail, en soi, ça justifie un avertissement, mais ça va pas justifier une résiliation à effet immédiat. C'est ça. Après un avertissement, peut-être on pourrait encore se poser la question si ça continue, mais voilà, simplement faire attention de peut-être. Je pense qu'un employeur qui veut mettre un terme au contrat de manière avec effet immédiat, pour manquement grave du travailleur, il est peut-être préférable de se faire conseiller. Bien sûr. Avant peut-être de le faire. Bien sûr. Pour être sûr d'être du bon côté. Ouais. Alors, il est clair que tout ce qu'on a dit maintenant, c'est le disclaimer habituel dans les épisodes de podcast. Hein, c'est tout ce qu'on a dit pendant ces 40 et quelques minutes. C'est de l'information, c'est de la sensibilisation. C'est pas un avis juridique. Ça veut dire qu'aussi bien cet épisode que le précédent, vous pouvez pas dire ah oui Vincent a dit ou Laura a dit. On essaie de vous expliquer des choses basées sur des exemples. Mais il est clair que si vous êtes une fois dans cette situation-là, vous vous adressez à votre département des ressources humaines, vous vous adressez à un conseil juridique, vous vous adressez à Laura, pour avoir un conseil juridique qui puisse vous soutenir dans ce genre de décision-là. Ça, c'est très important de le dire, hein, parce que c'est pas comme une bonne pratique en leadership ou en management, il y a 40 manières différentes de faire. Non, on est quand même sous le sceau de la loi, sous le coup de la loi, donc on doit être prudent quand on donne ce genre d'informations. Et ce qui est important de savoir, effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Vincent, on est vraiment dans de la casuistique et dans des principes généraux, mais ensuite, pour savoir si votre cas à vous est juridiquement correct ou peut suivre une voie plutôt qu'une autre, le juriste, quel qu'il soit, l'avocat, juriste ou autre, aura besoin de connaître votre cas de manière précise
pour pouvoir faire un vrai conseil juridique à ce niveau-là. Ouais, top. Est-ce qu'il y a encore quelque chose au niveau de la fin des relations de travail qui te semblait important pour nos managers qui nous écoutent? Il y a peut-être souvent la question des vacances, l'obligation de prendre les vacances, oui ou non, pendant le délai de congé. Donc ça, c'est une question qui est assez fréquente. Et on dira que le principe veut que les vacances doivent être prises en nature. Donc ça, c'est un principe général, en général, même dans un rapport de travail continu, on paye pas les vacances. Les vacances, elles sont là pour se ressourcer. Et aussi dans le cadre du délai de congé, les vacances doivent, sur le principe, être prises en nature. Maintenant, si le collaborateur qui a reçu la résiliation n'a pas encore trouvé de travail, il faut qu'il y ait un bon équilibre entre le temps mis à disposition pour rechercher du travail et les vacances qu'il est censé prendre. Encore. Donc le travail qui veut prendre des vacances, en général, il n'y a pas de souci, mais c'est souvent les conflits ont plutôt en lien avec l'employeur dit il faut prendre tes vacances pendant le délai de congé, et le travailleur dit mais non, je peux pas prendre mes vacances parce que je dois trouver du travail. Et là, il y a toute une évaluation qui doit se faire. Pour les employeurs, il faut juste savoir le manager. C'est pas là non plus, c'est pas noir sur blanc. On peut pas dire il y a encore 15 jours ou 3 semaines de vacances, tu les prends toutes et c'est terminé. Il faut voir le cas concret, la durée du délai de congé, si le travailleur a trouvé du travail ou pas, sa disponibilité, etc. Est-ce qu'il avait déjà prévu des vacances ou pas? Il y a plein de petites questions et de facteurs qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation. Mais le principe dirait les vacances se prennent en nature, y compris pendant le délai de congé. D'accord, ouais, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Laura. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pendant cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, que cette série d'épisodes vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez envie d'en savoir plus, d'en écouter plus, vous pouvez envoyer un mail à podcast@coapta.ch et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.